Premier ministre Blaise Compaoré et ancien président de l'Assemblée nationale, finalement affranchi du CDP, l'a remporté avec un peu plus de 53% des voix contre 29,65% pour son rival Zéphirin Diabré. Roch Kaboré, président élu au premier tour, une nouvelle ère pour le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. La préoccupation sera dans un premier temps au cœur de ce numéro de votre émission Angle de vue. Angle de vue se penchera ensuite sur les enjeux pour l'Afrique de la COP 21 ouverte depuis lundi à Paris. Mais avant d'ouvrir le débat, un point de l'actualité à travers le flash d'information. En RDC, de violents affrontements entre policiers et supporters du tout-puissant Mazembe ont fait hier 4 blessés. C'était suite à l'interdiction de match du TP Mazembe. Match à l'issue duquel Moïse Katumbi, propriétaire du club et opposant politique de poids, devait s'adresser à la foule. En Centrafrique, moins de 24 heures après la visite triomphale du pape François et son appel à la réconciliation, le meurtre d'un jeune musulman a suscité colère et déception dans sa communauté au PK5 à Bangui. En Égypte, Ismail Alessandrani écope de 15 jours de détention provisoire. Ainsi en a décidé le parquet égyptien. Aux journalistes chercheurs, il est reproché la publication de fausses informations et l'appartenance à la confrérie des frères musulmans. Confrérie désormais interdite. Un second tour pour la présidentielle, il n'y en aura pas au Burkina Faso. Le candidat du MPP, ainsi qu'il l'a promis en pleine campagne, est parvenu à écraser ses adversaires dès le premier tour du scrutin. Roch Kaboré, président élu, un coup KO. Une nouvelle ère pour le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. La question est adressée aux invités juste après ce générique. Le décryptage de ce jour se fera avec le journaliste indépendant Moïse Soudé. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, Joël. Il n'est pas seul à mes côtés sur ce plateau. En face de lui, j'ai Arimi Choubadé, journaliste, éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Nokwe. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Je me retourne vers mon confrère de l'autre côté. Je veux nommer Moïse Soudé. Moïse Soudé, les résultats sont connus, un tout KO. Vous y attendez ou c'est plutôt une grande surprise? Non, je crois que c'est en réalité une surprise pour moi parce que la dernière fois sur ce plateau, nous avons fait un certain nombre d'analyses. On a estimé que dans la suite logique de la lutte menée par la jeunesse burkinabé, il serait normal que Zéphirin Diabré prenne le pouvoir. Mais entre ce que dit le peuple et fait le peuple, il y a forcément une marge de manœuvre, il y a une différence. Et on a constaté que le peuple a choisi Roch Kaboré. Mais c'est la jeunesse du Burkina Faso, je l'ai suivi dans une interview, elle a estimé que c'était une déception pour elle parce qu'elle n'a pas lutté pour qu'on remette le pouvoir entre les mains d'un ancien collaborateur de Compaoré. On y reviendra. Arimi Choubadé, une surprise aussi pour vous ou c'est dans l'ordre normal des choses? Non, pas une surprise, c'est un recadrage. Vous avez suivi Moïse tout à l'heure qui parlait de revisiter ses analyses. Je crois que, vu de loin, on a toujours pensé que le Burkina, c'était la vie s'est arrêtée en 87 après l'assassinat de Sankara. Quand un étranger vient au Burkina Faso, il veut voir derrière chaque Burkinabé l'histoire de Sankara, c'est-à-dire que c'est comme si tout était figé. Mais il n'y a pas que ça chez les Burkinabés. Ils savent que... donc il faut comprendre que ce qu'on appelait révolution, ce n'est pas un rejet de Compaoré, c'est un rejet de la volonté de réviser la Constitution, ce qui est totalement différent. Ça veut dire que les Burkinabés sont conscients que sous les Compaoré, il y a eu beaucoup de progrès pour leur pays, dans beaucoup de domaines, et il se fait que... celui qui a été élu, Roch Kaboré, a été l'un des artisans de tous ces acquis que le Burkina a aujourd'hui et les Burkinabés n'entendent pas renoncer à ça. Donc forcément, c'est une autre manière pour nous, surtout vu de loin, d'analyser désormais l'actualité au Burkina et de ne pas trop focaliser sur l'histoire de Sankara, que bon, on a voulu faire payer le crime fondateur, si vous voulez, du régime Compaoré, et que c'est pour ça qu'il y a eu des déferlements dans la rue, etc. Et il faut, maintenant, on va nuancer les analyses pour savoir que
ce qu'on appelle révolution en réalité. Si c'est une révolution, c'est une révolution de palais. Hein. Oui, on ne voulait pas que Compaoré révise la Constitution. Ensuite, oui, on ne voulait pas que ce soit une certaine mouvance qui vienne au pouvoir et entre eux, ils ont manipulé. Forcément, il y a eu de la manipulation qui a abouti à l'élection de Roch Christian Kaboré. Mais il faut comprendre quand même que les Burkinabés ont autre chose à faire que de se lever tous les matins et de dire oui, qui a tué Sankara, oui, qui n'a pas tué Sankara. Et je crois que c'est justement la paille Sankara qui est en train d'être tournée. Parce qu'on ne peut pas venir faire le procès de son assassinat au président actuellement élu. Et bon, je ne sais même pas très bien comment ce dossier-là va évoluer. Ah oui, on en parlera sans nul doute. 60% en termes de taux de participation au regard de l'affluence observée, de l'effervescence notée au lendemain du putsch manqué et aussi de la révolution. Ça vous interpelle, non? Non, pas du tout. Le Burkina, c'est un taux raisonnable pour le Burkina. Le Burkina, ce n'est pas comme le Bénin. Hein, généralement, pour les élections, c'est des taux qui sont raisonnables. N'oubliez pas que c'est un vaste territoire avec beaucoup de difficultés dans l'organisation. Vous avez la perturbation du processus électoral à un moment donné par le coup d'État manqué, etc. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. 60%, c'est déjà assez raisonnable pour un pays qui a connu des taux de participation beaucoup moins que ça dans le passé. 60%, vous en dites quoi? Assez bien. Je crois que, comme l'a dit mon confrère Arimi, je crois qu'on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Parce que c'est vrai qu'il faut tourner une nouvelle page du Burkina. Les Burkinabés viennent de nous démontrer qu'il n'y a pas que Sankara dans le pays, il y a mieux à faire. Donc avec Roch Christian Kaboré, c'est un nouveau départ. Et je crois que ce taux-là, on ne pouvait pas avoir mieux. Vu les différentes tensions qu'il y a eu avant les élections, on ne pouvait pas avoir mieux. Et dans la logique des résultats, on constate qu'en dehors de Zéphirin Diabré, qui aussi a eu accompagné Blaise Compaoré au cours de son mandat, tous ceux-là qui ont suivi n'ont même pas pu atteindre le score de 5%. Non, je m'amuse toujours à dire qu'en Afrique, on a des candidats parfois plaisantins. Plaisantins, oui. On a des opposants historiques qui n'ont même pas pu avoir 4%. Quand vous êtes dans l'opposition, il faut toujours proposer au peuple une alternative. Qu'est-ce que ces opposants-là proposent? Quand vous ne proposez pas mieux, la population est obligée d'aller du côté de celui qui propose mieux. La preuve, l'exemple est là. Bien que Kaboré ait collaboré pendant des années avec le régime de Compaoré, certaines personnes ont vomi ce régime-là. Mais aujourd'hui, c'est un ancien collaborateur de Blaise parce que ce qu'il propose par rapport aux initiatives de l'opposition, il propose de meilleures choses aux Burkinabés. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est leur bonheur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Burkina Faso reprenne sa place au sein de l'Afrique de l'Ouest? Donc aujourd'hui, que les opposants, un peu partout en Afrique, revoient leur stratégie de guerre. Parce que faire de l'opposition ne veut pas dire tout le temps s'attaquer au régime en place sans pouvoir proposer une alternative crédible. Et quand vous ne proposez pas une alternative crédible, ne soyez pas surpris que la population aille du côté de ceux qui ont déjà géré le pouvoir et qui ont montré de quoi ils sont capables. Parce que la politique, ce n'est pas rien que les discours, il y a aussi les actes. Quels sont les actes concrets que vous posez sur le terrain pour prouver à la population qu'une fois que vous serez aux affaires, vous allez faire mieux que ceux qui étaient là? Un taux de participation de ceux dits opposants historiques qui n'atteint même pas 5%. Arimi, on dit quoi? Ah non, on revient à l'analyse de départ, que les opposants, ils ont été comme des spectateurs joyeux dans toute cette histoire de révolution. Je vous ai dit, c'est une manipulation, une grosse manipulation. Hein, aujourd'hui, on s'en rend compte. Et puis, pour parler des oppositions dans les pays francophones, c'est toujours la question de moyens. Hein. Oui, ce n'est pas un rejet du régime Compaoré qui a beaucoup de moyens. Et ça n'a pas été compliqué pour eux de faire le chaos, comme vous le dites, à ces opposants qui, en réalité, n'ont jamais été unis, n'ont jamais été organisés, n'ont jamais bénéficié de l'appui institutionnel nécessaire pour pouvoir faire. Oui, on dit qu'il n'y a pas de projet alternatif, mais ce n'est pas des individus qui sortent, qui prennent leur salaire pour proposer des projets alternatifs à un peuple. Si un peuple veut des projets alternatifs, il s'arrange pour se donner les moyens de l'avoir. Et c'est général, même chez nous au Bénin, c'est la même chose. C'était question de moyens. Vous avez vu, les partis ne sont même pas capables aujourd'hui de proposer des candidats à l'élection présidentielle. C'est sous-jacent, c'est des questions de moyens. Et donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour dire que ça a toujours été comme ça dans les pays francophones. Vous avez vu, au Ghana, ça ne se passe pas comme ça.
L'opposition, parce qu'il y a le financement est bien encadré. Vous avez vu au Nigeria, le financement des partis politiques est très bien encadré. Et donc, chacun avait la possibilité de faire prospérer ses projets, etc. Mais bon, dans les pays francophones, on a toujours fait de la politique comme si c'est de l'informel, comme si c'est une activité secondaire. Et c'est normal que, bon, on n'ait pas pu avoir des alternatives structurées. Oui, on ne peut pas dire que sur le plan intrinsèque, que les personnalités qui animent l'opposition au Burkina n'ont pas la carrure, n'ont pas la prestance qu'il faut pour conduire les affaires de l'État. Mais il se fait que, oui, sur le terrain, ils n'ont pas les moyens. Les autres sont restés pendant plusieurs années, des décennies. Ils ont pu se structurer, ils ont pu avoir des relais. Donc, toute élection est synonyme de suffisamment de moyens. La politique égale l'argent. Il ne faut pas s'offusquer qu'il y ait de l'argent en politique, mais il faut l'encadrer. Parce que pour faire oui, on revient sur le débat traditionnel d'idéologie. Ce n'est pas avec l'idéologie que vous louez une salle pour votre première réunion. Ce n'est pas avec l'idéologie que vous, comment vous appelez, vous assurez la logistique et tout le temps. Et si vous devez avoir un siège, vous louez le siège. Ce n'est pas en allant dire au propriétaire de l'immeuble que moi je suis un socialiste convaincu qui voulait son bâtiment. Ça ne se passe pas comme ça. Donc au commencement de la politique, il y a l'argent. Mais il faut organiser tout ça, il faut encadrer ça avec des lois qu'il faut, ce qu'il n'y a pas dans nos pays francophones. Et vous constatez que généralement quand on va aux élections, oui, il suffit seulement pour faire l'alternative de mettre dans votre projet le mot rupture, comme Roch Christian Kaboré l'a fait. Et puis ça se passe très bien. Tout à fait, vous avez vu, comment on appelle-t-on, notre ami Faure Yacine qui a succédé à son père, mais qui continue de dire réforme, rupture, il a même changé le nom du parti, etc. Donc, voilà, il faut avoir les moyens, mais généralement, c'est ceux qui sont au pouvoir qui arrivent par les réseaux mafieux, tout ce que vous savez, la corruption et tout, qui essayent de garder les positions qu'ils ont acquises depuis très longtemps. Pour sa première intervention, Christian Kaboré a invité le peuple à gérer le pays ensemble. Ce message, gestion ensemble, vous le voyez dans un type de gouvernance d'union nationale? Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme l'a dit Rémi Choubadé. Quand on a 53%, il faut forcément aller à un gouvernement d'union nationale? Oui, oui. Je crois que c'est l'idéal pour éviter un certain nombre de crises. Aujourd'hui, il ne peut pas gérer le pays seul, il ne peut pas gérer le pays sans tenir compte des effets diablés. Il est obligé d'associer tous les Burkinabés pour que le pays aille de l'avant. C'est vrai qu'on a tourné une nouvelle page. Il faudrait que l'on mette le passé de côté et que l'on passe désormais à l'avenir du Burkina Faso. Et pour cela, il faut faire appel à toutes les compétences. Et c'est en cela que j'admire son discours. Il fait appel à toutes les compétences. Maintenant, serrons-nous les coudes pour que le pays aille de l'avant. Le passé, c'est le passé. On a tourné la page. Maintenant, il faut qu'aujourd'hui, le Burkina Faso reprenne. C'est vrai que, comparé, on peut tout lui reprocher, mais il a su développer son pays. Et il faut continuer dans le même sillage. Sinon, on va dire, après comparer, c'est le déluge. Non, il faut donner la possibilité à Kaboré de faire du Burkina Faso quand même un pays intéressant et attirant en Afrique de l'Ouest. Bâtir le Burkina ensemble, vous voyez le message sous quel angle? Oui, vous voulez, il doit avoir un message. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il aura un gouvernement, ce ne sera pas un gouvernement composé de tous les Burkinabés. Il y aura tous des gens qui seront en rade, qui vont s'organiser pour conquérir le pouvoir. Et il faut que lui-même, un jour, il songe à partir du pouvoir. Ça, c'est classique. On est en République. Donc, il va gérer. Il doit faire un discours. Il a gagné à 50 et quelques %. Il n'a pas besoin d'un quelconque rassemblement, outre que les gens qui l'ont accompagné il ne va pas laisser ceux qui l'ont accompagné à la victoire pour aller chercher ceux qui l'ont combattu pour gérer le pays. Il aura son gouvernement, il n'a qu'à laisser les autres faire l'opposition, leur créer le cadre qu'il faut, le cadre institutionnel qu'il faut pour que l'opposition puisse se renforcer, parce que c'est quand l'opposition est renforcée que la gouvernance elle est meilleure. Que la démocratie devient plus que la démocratie se porte active. mieux, tout à fait. Donc je crois qu'il n'a qu'à songer. Donc un gouvernement d'union nationale, vous n'y êtes pas trop pour? Non, il n'y aura jamais l'union nationale dans un gouvernement, à moins qu'on nomme tous les citoyens ministres ou je ne sais pas quoi. Il y aura toujours des gens qui seront en rade. La plupart des candidats... Une république normale ne doit pas avoir d'union nationale. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, de façon institutionnelle, on puisse donner les moyens qu'il faut aux partis politiques pour animer la vie publique. En tout cas, une opposition très forte, vous y êtes tout à fait, pas forte dans le sens de l'affrontement, mais une opposition, comment l'appelle-t-on,
qui quand même ne ferait pas les 5%, les 2%. Si un président s'est aux élections, lui, il va faire le chaos dès le premier tour. Il n'a pas à faire d'efforts particuliers pour rendre sa gouvernance beaucoup plus performante. Donc forcément, il faudrait qu'il soit titillé par une alternative assez crédible, assez présente dans le pays. Et je crois que c'est à cela qu'il doit s'atteler, au lieu de dire venez tous, phagocyter tout le monde. Je ne crois pas que ce sera la meilleure façon pour lui d'amener ce pays vers la gouvernance. Aujourd'hui, le pays a besoin d'être géré dans un cadre républicain où il n'y a même plus la suspicion de ce que j'appelais tout à l'heure les crimes fondateurs du régime. Lui, il est venu par une élection transparente, ce n'est pas comment on appelle, des risques sanglants entre compagnons d'hier. Donc aujourd'hui, il a les coups de franche pour gérer le pays normalement. Il doit avoir certainement, il a géré d'hier, il doit avoir des ambitions, des choses qu'il n'avait pas pu faire peut-être parce qu'il n'était pas forcément le numéro 1. Aujourd'hui, il a les coups de franche pour faire ce qu'il a envie de faire. Il faut qu'il gère et convenablement. Tout à fait. Mais il n'a pas dit demain que oui, c'est parce que j'ai demandé aux gens de venir avec moi pour la gestion. Que ça n'a pas marché. Que ça n'a pas marché. La transition dit avoir balisé le terrain pour que la nouvelle équipe puisse continuer le terrain bien tracé. Or, parlant de terrain tracé, il y a eu assez de réformes. Voyez-vous, Roch-Christian Kaboré juste tronquer toutes ces réformes-là? Moi, je ne connais pas les réformes de cette transition. Je me demande s'il y a eu... Il y a la Constitution, on a touché à la Constitution. Touché à la Constitution, non, il n'y a pas eu de nouvelle Constitution. On a rafistolé... Ah, vous appelez ça rafistoler? Oui, je ne sais pas. Il n'y a pas eu une nouvelle Constitution. Il y a eu, comment on appelle, quelques ajustements qui ont été faits. Mais Et vous le voyez accompagner ces ajustements? Non, moi, je n'ai pas très bien vu le projet de la transition. Hein. Je n'ai pas très bien vu le projet. D'abord, au début, ça s'est analysé dans des petites querelles qui ont abouti au coup d'État. Et après le coup d'État, bon, les choses se sont peut-être accélérées. Et moi, je n'ai pas vu nettement le projet de la transition en matière politique. Parce que on disait, par exemple, comment on appelle la réforme du système partisan. Oui. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu les moyens qui ont été accordés aux partis politiques pour animer, par exemple, cette campagne-là. Mais quelque chose a commencé. Roch-Christian Kaboré, il va tout balayer ou continuer sur ce qui a déjà été fait dans ce sens? À lui maintenant de donner un sens à sa victoire. On veut bien voir ce qu'il fait. Il fait quoi? Il fait du comparé ou il y met du sien? Et on verra bien. C'est du CDP, c'est pas New Look. Hein? Il a forcément hérité de l'appareil. Il compte beaucoup dans cet appareil qui avait géré le pouvoir à un moment donné. Et ce n'était pas forcément des opposants à comparer, c'était des dissidents. Des gens qui n'étaient pas avec lui dans son projet de révision de la Constitution, c'est tout. Mais fondamentalement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui les opposaient. Et vous savez, aujourd'hui, cette élection, c'est un peu même pour... tout ce qu'on a vu pendant la transition, c'était peut-être cette exacerbation de ce qu'on appelait le sankarisme, où il y avait le syndrome du complot, comment appelle-t-on, la Côte d'Ivoire qui a des mains invisibles qui veulent manipuler, etc. Maintenant, tout ça, c'est fini. Mais c'est un dossier qu'on a commencé par déterrer et vous avez un peu suivi et qui, à un niveau donné maintenant, Roch-Christian Kaboré sera obligé d'oublier un peu? Je crois que les gens vont dormir mieux à Abidjan depuis ces élections-là. Parce que je crois pas que... Abidjan, vous voulez dire à Ouaga? Non, pas à Ouaga. Je ne crois pas qu'à Roch-Christian Kaboré, il a déterré les histoires de qui a manipulé Diendéré, qui n'a pas manipulé tel, etc. Je crois que pour lui, c'est terminé. Tout ça est fini. Donc l'amnistie en perspective? Ah non, il y aura forcément un débat. Et Roch-Christian Kaboré ne voudrait pas qu'on fasse le procès du régime auquel il a appartenu. Ça, c'est tout à fait normal. Même si il y a des pans qui sont soulevés, il y aura toujours des choses qu'on ne saura peut-être pas si tôt. Et est-ce que c'est mieux pour le Burkina? Eux, ils ont décidé que c'est ce monsieur-là qu'il leur faut pour conduire la nouvelle destinée. Enfin, moi, je ne vois pas de grande révolution comme on a voulu le faire croire. Oui, c'est vrai que les opposants qui étaient des spectateurs joyeux de toutes ces manipulations, je crois qu'ils sont en train de réviser à la baisse leurs ardeurs ou leurs ambitions. Tout à fait. Ils vont se résigner, forcément.
Et le Burkina continue son jeu. Oui, Soudé, voyez-vous Christian Kaboré jouer un peu à l'acrobate par rapport à ce dossier, push manqué, sort de Diendéré? Non, je crois qu'il ne pourra pas accepter qu'on juge le régime auquel il a appartenu pendant longtemps. Parce que faire le procès de Diendéré va remonter à fouiller un peu dans le passé de Compaoré. Et Christian Kaboré, pendant plus de 2 décennies, a géré le pouvoir avec Compaoré. Avec une société civile spectatrice dans tout ça? Non, et vous voyez, ce qui se passe un peu en Afrique, c'est dans les pays francophones, le régime en place essaie d'assister l'opposition. Et c'est ce qui risque d'arriver. On associe l'opposition, on éteint la société civile. Et vous voyez ça se passer très facilement? C'est clair, parce qu'il va vouloir gérer en paix. Il n'a pas besoin qu'on le gêne. Et tout opposant ou bien toute société civile, il va essayer de les... Parce que qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a des opposants légendaires, mais il y a 2 opposants. Dès qu'une fois, 2 fois, 3 fois, on les met dans le régime, allez basta, on se tait. C'est pareil pour la société civile. On pourra faire taire un certain balai citoyen de cette façon-là? Non, je crois que le balai citoyen a dit qu'ils vont veiller au grain pour que les objectifs qu'ils avaient visés en chassant Compaoré du pouvoir ne soient pas tronqués. Mais je me demande, il suffit juste que Christian Kaboré cherche les têtes de pont de ce balai citoyen-là, les nomme dans le gouvernement, et puis basta. Mais ce serait là un retour à la case départ? Quelle case départ? Quelle case départ? Qu'elles sont refusées hier? Non, vous voyez, quand vous voulez faire de l'opposition en Afrique, comme l'a dit Arimi, il faut avoir les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Et l'État central ne veut pas vous en donner. Vous allez gérer comment? Parce qu'à un moment donné, on crée des dissidences dans l'opposition. On essaie de voir ceux qui sont les mieux éclairés, on les attire. On les attire vers le régime et dès qu'ils viennent, les autres se trouvent. Ça s'est passé au Bénin, on a vu. On a vu quand, bon, je ne vais pas appeler des noms, mais quand des gens quittaient la société civile pour le gouvernement, on a vu ce que ça donnait. Qu'est-ce que la société civile a devenu? Il y a eu beaucoup de griots. Mais les têtes de pont, dès qu'on a pris la tête de pont, on a mis dans le... Viens collaborer avec le régime. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, basta, on les a enterrés. On a vu la transition quand même déterrer un certain nombre de dossiers dans la lutte contre la corruption. On a vu des responsables à des postes de responsabilité des plus insoupçonnés qui ont été interpellés. Christian Kaboré pourra-t-il poursuivre ce combat avec ce que vous dites là? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que les dossiers qu'on a déterrés, c'est les dossiers qui concernent le régime Compaoré. Et nous sommes tous d'accord. Parce qu'il ne sait pas si certains dossiers pourront le rattraper. Et si certains dossiers le rattrapaient en tant que président de la République, ce n'est pas bien pour son pouvoir. Donc il va essayer d'étouffer un certain nombre de dossiers pouvant engager sa responsabilité. C'est la meilleure façon pour lui parce qu'aujourd'hui, il a intérêt à montrer qu'il a vraiment gagné par KO et qu'il peut gérer le Burkina et qu'il peut faire mieux et éviter les erreurs que l'on a reprochées au régime de faim. Si Christian Kaboré doit étouffer, pour ainsi dire, de ces genres de dossiers qu'on a ajoutés pendant la transition, il va alors surfer sur quel dossier pour appâter le peuple. Parce qu'il le faut. On l'attend sur bien du chantier. Non, écoutez, je sais pas. Vous savez, on a déjà fait les élections, le peuple a déjà parlé. C'est fini. Dans la gestion, il n'y a pas d'affaire de peuple, il n'y a pas... Le balai citoyen, ce n'est pas des trucs structurés, c'est événementiel. Hein. Chaque année, on va se rendre dans la rue, on se livre à des balles, on meurt sans même savoir pourquoi on meurt. C'est ça le balai citoyen. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui... Ils ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Ah bah, c'est ce que moi j'ai constaté. Hein. Compaoré est parti, la rue, il y a eu quelques morts, on a cassé des immeubles, etc. Ça s'est arrêté là. Un an après, rebelote. Je ne crois pas qu'il y ait encore des gens qui ont envie d'aller se faire massacrer juste pour la forme, pour dire oui, regardez, nous sommes des révolutionnaires burkinabés. Non, je ne crois pas qu'on peut pas demander à un peuple de faire la révolution tous les jours. Ça ne veut rien dire. C'est comme au Bénin quand on dit oui, le peuple est timoré, est mou, etc. Je dis, mais ceux qui disent là, ils étaient où en 89? Ce peuple du Bénin là n'a eu besoin de personne pour chasser son dictateur. Il n'a eu besoin de personne et à allumer ce qu'on peut appeler la révolution, comment l'appelle-t-on bon, on dit le printemps noir a eu lieu, je crois, en 89. Et aucun pays africain sud du Sahara n'a été épargné par ce qui s'est passé à Cotonou en 89. Mais on a tout fait de ranger ça, mais on ne peut pas demander. À l'époque, c'était des questions de liberté et de démocratie. Aujourd'hui, on a la liberté, et si vous voulez, on a la démocratie. Je ne sais pas pourquoi on va demander encore à ce peuple-là d'aller se jeter à la mer, juste pour le plaisir de
se jeter la mer ou bien parce qu'on n'aime pas le président qui est là. Non, ça, donc on ne parlera pas d'état de grâce avec Christian Kaboré. D'état de grâce, lui n'est pas un novice, il connaît ce pouvoir, il va fréquenter les mêmes bureaux peut-être, il aura les mêmes hommes pratiquement autour de lui. Vous savez, même cette affaire de Diendéré, c'est peut-être Diendéré, mais tous les autres qui se sont ligués contre lui sont des gens du système. Il va les retrouver, ils sont là. Et je ne crois pas qu'il y a... Pour une fois, je vais me répéter, ce n'est pas un rejet du régime comparé qui a abouti à tout ça. C'est le refus de la révision de la Constitution. C'est tout simple. Il y a des acquis aujourd'hui sur lesquels les Burkinabés n'ont aucune envie de revenir. Et dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, c'est vrai, c'est relatif tout ce qu'on dit, parce que c'est par rapport aux pays francophones de la région ou de la sous-région, le Burkina quand même a pu se faire une place. Donc les Burkinabés n'ont pas envie de renoncer à ça, juste parce que, bon, on veut savoir la vérité sur une affaire passée. Maintenant, si Roch Christian Kaboré veut que son pays se modernise davantage, il y a des réformes qu'il va faire sur le plan de la justice. C'est des dossiers judiciaires, ce n'est pas des dossiers politiques. Ce n'est pas au président de la République de dire cette affaire on l'arrange, cette affaire on ne l'arrange pas. Si effectivement sa justice a suffisamment de moyens et est balisée par un cadre juridique qui lui permette d'évoluer dans ces affaires, c'est sûr qu'il y aura de la lumière. Et comme je dis, entre autres réformes, c'est la justice, parce qu'il y a beaucoup d'affaires au Burkina qui n'ont pas pu aboutir, parce que, bon, la justice, son indépendance laissait à désirer. Alors, s'il règle ces réformes-là au niveau de la justice, au niveau du système partisan, je crois qu'on peut voir un peu plus clair dans des choses qui se sont peut-être passées, mais est-ce qu'il faut aussi se cristalliser sur le passé? C'est vrai, moi je suis d'accord que la vérité soit faite sur toutes les affaires qu'on veut, mais ça c'est le problème de la justice de le faire. Donc si les politiques veulent commencer par voter des tests d'amnistie par ici, des tests de réhabilitation par là, tout à fait, ça peut inhiber l'action des juges plus tard. Parce que quand on vous dit, c'est ce qui s'est passé au Bénin avec la loi d'amnistie, on n'a même pas pu connaître la vérité jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'il y a des gens qui ont été tués, torturés, mais personne ne sait combien et qui y sont. Donc je crois qu'aujourd'hui, si Roch Christian Kaboré veut inscrire son pays dans les États modernes, il a à réformer la justice, il a à réformer le système partisan, et puis je crois que le reste, bon... Ça viendra. Tout à fait. Vous le voyez sur quel chantier en urgence? Non, je crois que pour moi, il a deux défis majeurs. C'est d'abord le défi sécuritaire, parce que vous voyez actuellement avec Boko Haram qui avance un peu partout, il a intérêt à... Parce que quand le peuple vit dans la misère, dans l'alphabétisme, Boko Haram fait le recrutement dans ce milieu-là. Donc il a intérêt non seulement à régler ce problème, mais du côté économique, il a intérêt à faire développer l'économie de son pays. Parce que c'est sur ce terrain-là qu'on l'attend. Montrer au peuple burkinabé. Parce que vous savez, en temps, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a récupéré le leadership dans la zone. Et maintenant, la Côte d'Ivoire a repris sa place. Il doit faire en sorte que le Burkina reprenne cette place-là, soit quand même un peu en dualité avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est son objectif, les process unity, ce qu'il ne veut pas faire. Parce que s'il s'accroche à ça, il va passer tout son mandat à régler des problèmes. Et après, il va dire, bon, je n'ai pas pu travailler. Aujourd'hui, c'est un défi sécuritaire et puis un défi économique. Il fait ça, je crois qu'il pourra remplir s'il veut. La presse a joué un rôle d'appoint au cours de la période de transition, mais aussi pendant la période du scrutin. Quelle appréciation faites-vous du rôle de la presse burkinabé? Non, je ne dirais pas seulement de la presse burkinabé, mais généralement en Afrique de l'Ouest, quand les hommes politiques qui font de l'opposition sont absents, quand la société civile elle est totalement absente, c'est la presse qui prend la relève. Et c'est la même chose que nous avons remarqué au Burkina Faso. Dans tous les pays francophones, c'est ce qui se passe. Quand les hommes politiques n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, ce sont les hommes de la presse, par le biais de leur plume, de leur micro, qui jouent ce rôle-là. Et je crois que j'apprécie énormément ce rôle. Mais ce qui reste à faire, c'est qu'il ne faudrait pas que cela s'arrête là. On a fini les élections. Maintenant, ils peuvent aider le président à évoluer. Quand il pose des actes qui sont bien, on dit que c'est bien. Mais quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Là, il saura procéder régulièrement à un recadrage de son programme d'action. Mais si tout pas le temps... des journalistes devenir communicateurs. Oui, il ne faut pas tout le temps encenser le pouvoir. Il ne faut pas dire au président, il danse bien quand même il danse mal.
il ne faut pas devenir des communicateurs, il faut donner l'information. Arémi Choubadé, votre regard sur le rôle que la presse a eu à jouer durant toute cette période? Non, la presse burkinabé a toujours été une presse de très bonne qualité. Ils sont très bien organisés, avec des syndicats assez puissants. Hein. Oui, c'est pas comme on peut voir ici ou à côté au Togo. C'est vraiment du professionnalisme. Vous savez, si vous voulez même voir la place de cette presse dans le débat public au Burkina Faso, c'est notre confrère Chérif Sy qui a été placé à la tête comment appelle-t-on, le comité de transition, l'Assemblée, ce qui tenait lieu de l'Assemblée parlementaire de transition, et qu'il a géré de façon remarquable. Et vous avez vu, pendant le coup d'État manqué, il était, quand on avait mis la main sur le chef de l'État et puis le Premier ministre, c'était lui qui était au fond et depuis toujours, vous avez suivi l'affaire Norbert Zongo. Et c'est une presse qui est, si vous voulez, très connue à l'étranger. Hein? Quand vous prenez les journaux burkinabés, vous verrez très souvent des pages internationales et vous verrez dans les revues de presse à l'international forcément la presse de Burkina Faso assez présente. Oui, vous savez, quand vous les voyez, quand vous les rencontrez, vous sentez que, bon, oui, c'est un autre monde, quoi, pour nous qui venons d'un pays où la presse privée est dans l'informel. Alors que quand vous êtes en face de ces confrères-là, vous sentez nettement un autre niveau. Hein? Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour notre premier débat du jour. Tout de suite, le second thème au menu. Mais avant, un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. En RDC, de violents affrontements entre policiers et supporters du tout-puissant Mazembe ont fait hier 4 blessés. C'était suite à l'interdiction de match du TP Mazembe. Match à l'issue duquel Moïse Katumbi, propriétaire du club et opposant politique de poids, devait s'adresser à la foule. En Centrafrique, moins de 24 heures après la visite triomphale du pape François et son appel à la réconciliation, le meurtre d'un jeune musulman a suscité colère et déception dans sa communauté au PK5 à Bangui. En Égypte, Ismail Alessandrani écope de 15 jours de détention provisoire. Ainsi en a décidé le parquet égyptien. Aux journalistes chercheurs, il est reproché la publication de fausses informations et l'appartenance à la confrérie des frères musulmans. Confrérie désormais interdite. L'Afrique à l'honneur, c'est la COP 21. Pour la deuxième journée de la conférence internationale sur le climat, un mini-sommet a été consacré au continent. À elle seule, la France, pour le compte de l'Afrique, promet mettre dans la cagnotte 2 milliards d'euros d'ici 2020 pour les énergies renouvelables. La COP 21, quel intérêt pour l'Afrique? L'analyse de nos invités juste après ce générique. Cette émission se poursuit avec nos deux invités, Moïse Soudé et Arémi Choubadé. Arémi Choubadé, la France, présente aux côtés des Africains par ses forces militaires, se veut encore proactive pour des questions environnementales. 2 milliards dans la cagnotte. Et c'est la France qui promet cela, 2020. Sidéré aussi comme le chef d'État malien? Non, écoutez, c'est la France, ça, hein, dans son rôle d'infantilisation. Infantilisation, vous dites? Mais oui, on n'a pas. Il y a eu d'autres conférences. Écoutez, mais pour une fois, la France dit 2 milliards. Oui, je sors ça, je mets ça à votre disposition pour des énergies renouvelables. C'est le même procédé. On vous fait consommer le riz alors que vous n'êtes pas producteur de riz. On vous fait consommer du pain alors que vous n'êtes pas vous voulez dire que l'Afrique n'a pas sa place autour de cette table? Nous ne sommes pas détenteurs de la technologie sur les énergies renouvelables. On va maintenant accompagner l'Afrique. Oui, ça va être des débouchés pour des firmes, des industries qui vont fabriquer. Les 2 milliards qui vont amener la technologie. C'est un marché, c'est pas un marché africain, c'est un marché pour la technologie de je ne sais où. Vous allez me dire que il y a comment on appelle une technologie au Bénin qui va faire de l'énergie renouvelable et qui va recevoir cette manne-là. Ça ne se passera pas comme ça. Nous avons beaucoup d'autres préoccupations. Nous avons des problèmes d'assainissement. Donc vous refusez d'applaudir? Non, ce n'est pas affaire d'applaudir. Ce n'est pas à la France de déterminer nos priorités et de définir ce qu'il a à mettre dans. Écoutez, je ne veux même pas parler
Oui, c'est normal. C'est elle qui gère nos devises. Hein, et qui dit, bon, dans les manipulations que je fais avec leurs ressources, je peux distraire quelques milliards pour aller supporter mon industrie éolienne en Afrique, etc. C'est classique, ça. C'est la France est tout craché. Et après, nous avons des problèmes humanisme, nous avons le problème de l'érosion côtière, nous avons les problèmes d'assainissement. Ce n'est pas la France qui vient faire ça pour nous, non? Oui, mais ils ont dit que c'est eux-mêmes qui sont proposés de nous aider, c'est ça, non? Au lieu de nous considérer comme des acteurs, ils ont préféré nous mettre dans on nous a donné la catégorie des assistés. Il y a des pays qui ont fait des propositions. On nous a mis dans la catégorie des assistés. Et c'est normal qu'à la fin, on sorte ce spectacle-là. Est-ce que vous pensez qu'avant d'y aller, nous avons fait un débat national pour nous dire arriver là-bas, c'est énergie renouvelable qui est notre problème. Mais ça, c'est à l'interne qu'il faut voir ça. C'est ça que je vous dis. Est-ce que ce sont les Africains qui ont décidé que leur problème, c'est l'énergie renouvelable? Je ne crois pas. C'est arrivé là-bas que le donateur, le généreux donateur décide que vous avez besoin d'énergie renouvelable. Moi, je sors de l'argent, j'assiste. Mais il paraît que l'utilisation à outrance du charbon et autres, ça participe à la dégradation de l'environnement et tout ça. Donc, posé une question, vous avez voulu que je réponde. Tout à fait. Mais vous répondez à ma place. Je ne réponds pas à votre place. Non, mais c'est les arguments que les autres ont brandis. Oui, puisque nous n'avons pas fait de proposition. Oui, est-ce qu'il faut leur jeter la pierre? Oui, mais vous savez très bien que les problèmes que nous avons à Cotonou, c'est des problèmes d'assainissement d'abord. Quand vous avez réglé le problème, vous savez, tout ce qu'on dépense dans le paludisme, dans les petites maladies, parce que y a pas, le revêtement à Cotonou n'est pas suffisamment fait. Vous avez, comment appelle-t-on, des zones insalubres, etc., et qui rendent malade toute la population. Quel développement vous pouvez avoir avec une population malade? Donc nous avons d'autres priorités, et ça, c'est des questions environnementales. Nous avons à régler d'autres problèmes, plutôt que oui, c'est vrai, sans l'énergie, c'est vrai, nous avons le délestage, etc. Mais lorsque vous avez commencé déjà par faire de l'assainissement, vous avez déjà dopé votre population pour arriver à d'autres défis. Vous ne pouvez pas, comment appelle-t-on, extrapoler des défis pour vous mettre à un niveau de chercher une énergie dont nous n'avons pas la technologie. Moïse Soulier, le réchauffement climatique, ses conséquences frappent durement aux portes de l'Afrique, a-t-on constaté. Et la France se propose d'accompagner l'Afrique avec 2 milliards. Les chefs d'État africains ont applaudi et vous n'accompagnez pas cela comme Arimi. Vous faites comme Arimi. Pourquoi la France veut maintenir l'Afrique dans l'éternel assistanat? Pourquoi? Vous voulez dire que nos chefs se sont trompés? Non, on dit le président malien est sidéré. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... Non, quand même. Soyons quand même un peu sérieux. Il faut que... Mais on l'a vu sur bien de terrain. Défendre l'environnement. Nous avons en Afrique d'autres priorités. Problème de santé, problème d'éducation. Non, on parle aujourd'hui d'environnement. Ce n'est pas à la France de nous dire ce qu'on doit faire en priorité. C'est les États africains qui doivent se retrouver. Normalement, avant ce sommet-là, les États africains doivent se retrouver et déterminer leurs priorités. Ce n'est pas la France. La France veut nous aider à consommer ce qu'elle produit. Ce n'est pas les industries africaines qui vont produire l'énergie renouvelable. Ça viendra de l'Occident. L'excès qui est là-bas, la France veut nous amener à l'aider à gérer ce qu'elle produit. Non, qu'on laisse les Africains, parce que nous installer dans l'éternel assistanat, ce n'est pas bien. Et on ne peut pas être sidéré devant des milliards qu'on donne. Pourquoi? Non, c'est pas sérieux de la part. Donc vous ne voyez pas l'Afrique en train de prendre part à ce sommet comme c'est en train d'être fait actuellement? C'est des spectateurs. C'est des spectateurs. Tranquille, ils sont là, on va décider à leur place et on va les aider à appliquer. Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non. On leur a donné la parole pour se prononcer. Et qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Et ça, ce n'est plus la faute. Quand le président malien est déjà en face de 2 milliards et déjà sidéré, non, quand même. On va exposer davantage la misère de l'Afrique. Ce n'est pas ça. D'accord, énergie renouvelable, d'accord. Mais il y a d'autres priorités. Quand nous n'avons pas de système de canalisation qui nous permet de drainer les eaux usées et que ça entraîne les larves de moustiques qui nous donnent le palu. Réglons ça d'abord. Réglons ça d'abord. Si on a l'énergie renouvelable, tout le temps on est malade. Avec l'énergie renouvelable, on va tuer les moustiques. On ne va pas tuer les moustiques. Il faut régler d'abord le problème de canalisation. Dès qu'il pleut, il faut que l'eau circule, il ne faut pas que l'eau stagne pour que nous puissions attraper les maladies. Ça, c'est prioritaire. Le taux d'analphabétisme est très élevé en Afrique.
Il faut aider l'Afrique à développer son système éducatif. Le président tchadien, parlant de réchauffement climatique, a donné des exemples partants, parlant du lac Tchad et son corollaire que vous connaissez sans nul doute. Mais là-dessus, vous apportez quelle caution à cette image? Le président tchadien, pour tout le respect que je lui dois, ne me convainc en rien. C'est un appendice de la France. Il peut pas décidément. Non, il ne peut pas aller contre ce que la France a dit. Je le mets au défi. Il ne peut pas aller contre ce que la France a dit. Il le fait, il sera déstabilisé. C'est aussi simple que ça. C'est des présidents qui sont encore au biberon. Il ne peut pas s'opposer à ce que la France a dit. Si les présidents africains étaient respectés, on leur aurait donné un cadre de concertation. Retrouvez-vous. Voilà l'objet du sommet. Retrouvez-vous. Faites-nous des propositions. On ne va pas les prendre au dépourvu là pour dire bon, c'est pas possible. Ils ne se sont pas concertés. Ils sont allés en rang dispersé. Et ça arrange la France que les pays africains aillent en rang dispersé. On a combattu pendant longtemps. Installer l'Afrique dans l'assistanat, toujours être là pour dire on crée les peuples. J'ai dit la France joue souvent à ce que j'appelle pyromane, sapeur-pompier. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Arimi, il est un fait que le Sahel est fortement menacé. Vous n'allez pas le nier non plus. Et au cours de ce mini-sommet, on en a débattu. Il se trouve que les chefs d'État africains ont fait leurs propositions. Pour l'instant, l'Europe attend accompagner l'initiative. Comment faire pour comprendre la pertinence de la démarche qui est en train aujourd'hui d'être prônée, accompagnée? Non, ça dit il y a quelque chose qui est dérangeant. Ce qu'on devait faire, c'est d'entendre les Africains. On devait entendre, moi je préfère entendre les spécialistes africains de l'environnement que d'entendre le Français dire vous, c'est énergie renouvelable qu'il vous faut. Puisque je gère votre CFA, je gère vos devises, oui, je peux en distraire quelques milliards pour vous accompagner dans l'énergie renouvelable. C'est la démarche il y a un problème. Hein? Les questions, il y a certainement des questions fortes ici en environnement. Mais je ne crois pas que ce soit les questions dont on a débattu. Et avant d'y aller, ici, on a consacré beaucoup d'énergie à préparer COP21. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez COP21. C'est un générique qu'on nous a servi. On a, je crois, toutes les autorités, enfin, presque, il doit y avoir la moitié du gouvernement là-bas actuellement, je crois. Quand on dit mais n'avons pas fait. Le succès de cette assise va impacter positivement l'avenir de l'Afrique. Et puis attendez, vous savez, à ce sommet-là, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'objectif. Hein? Parce que, échaudé par l'échec de Rio, on s'est gardé de donner des objectifs. On débarque là-bas, on dit oui, vous avez suivi les discours, on dit oui, on doit faire des efforts, on doit faire des efforts, on doit faire des efforts, mais ce n'est pas quantifié. Pour vous, l'Afrique n'a rien à attendre de fondamental de la rencontre de Paris. Vous savez, vous avez entendu le Tchadien, vous avez entendu le Malien. C'était après notre sommet méditerranéen que Ouad est allé à Benghazi pour dire à Kadhafi, dégage du pouvoir. Moi, je te dis de dégager du pouvoir. Oui, c'est à ça que ça sert. Moi, je n'ai pas envie de parler de nos chefs d'État, franchement, parce que pour ne pas être désagréable. Vous savez très bien ce que c'est. Je parle des francophones, je ne parle pas de l'Afrique. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous avez l'assainissement, vous dormez à l'air libre, les moustiques ne vous embêtent pas. La rencontre de Paris, vous n'attendez pas grand-chose. Excusez-moi, vous prenez une ville comme Accra. Vous voyez comment tous les efforts qui sont faits dans l'assainissement. C'est l'environnement, c'est pour avoir des progrès, pour pouvoir mettre les populations dans un meilleur cadre de vie, pour affronter d'autres grands défis. Mais chez nous, on ne parle même pas de ça. Très rapidement, Moïse Soudé, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. De la rencontre de Paris, qu'attendez-vous? Zéro. Un sommet de plus. Un sommet de plus. On entend en tout cas les conclusions de cette rencontre encore une dizaine de jours. Et ce sera terminé de l'autre côté. Mais par ici, c'est pratiquement terminé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Chers invités, merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est une triste chose de penser que la nature parle constamment et que le genre humain n'écoute pas, du tout pas. Alors, cette pensée, elle n'émane pas de ma pauvre personne, elle est signée Victor Hugo. Angle de vue, c'est définitivement terminé pour l'édition de ce jour. Excellente suite de programme, mesdames, messieurs, en notre compagnie, et à très bientôt.